Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous montrer comment fabriquer un chargeur portable. Comme son nom l'indique, il remplace un chargeur classique, mais fonctionne avec une batterie pour recharger des appareils n'importe où. Dans une première vidéo qu'on vous invite à regarder, si c'est pas déjà fait, on vous a présenté notre chargeur transportable très complet. 4 prises USB, une capacité monstrueuse, chargement et déchargement par induction, un panneau solaire, bref, il est sympa. Maintenant, on va vous expliquer comment en fabriquer un en ce qui concerne l'électronique. Alors évidemment, on va partir de zéro, pour vous montrer comment fabriquer un très simple, puis on va ajouter des éléments au fur et à mesure. On va aussi donner les explications les plus simples possibles pour que tout le monde puisse y arriver, et vous trouverez toutes sortes de schémas à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, des chargeurs nomades se vendent dans le commerce, mais on n'est jamais perdant à en faire un soi-même. On a le choix de toutes les caractéristiques, on peut ajouter des fonctionnalités en plus, ça coûte moins cher, on peut le réparer en cas de problème, et puis on apprend beaucoup de choses. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'une bonne partie des produits du commerce n'ont même pas la moitié, voire le quart de la capacité annoncée. En le faisant soi-même, on ne se fait pas arnaquer. Alors c'est parti, parlons de la norme USB pour commencer. L'USB, qui signifie en anglais Universal Serial Bus, est apparu en 1996. L'intérêt était de pouvoir connecter toutes sortes d'appareils à un ordinateur, avec une prise normalisée qui sert à la fois au transfert d'informations et à l'apport d'énergie. Très vite, l'USB s'est imposé pour les appareils portables, car il permet justement de les recharger et de transmettre des données. L'USB, c'est 4 fils. Le plus et le moins qui apportent l'électricité en 5 volts, et les fils D+, et D- qui servent à l'échange d'informations. Dans le cas de l'USB 3, il y a 9 fils, c'est-à-dire 5 fils de plus pour transférer l'information plus vite. Si on veut charger un téléphone par USB, il suffit donc tout simplement d'alimenter une prise USB en 5 volts, sans toucher aux fils D+, et D-. Un test rapide pour le vérifier. Voici une alimentation 5 volts. On soude le plus et le moins sur une prise USB, on branche un téléphone, et il recharge. C'est déjà un bon début. Mais au fait, quel est le courant de charge? On voit qu'il est inférieur à un demi-ampère, ce qui est assez faible, surtout pour un téléphone de grande taille. En fait, tout ça c'est normal. Quand l'USB a été créé, il était fait pour donner un demi-ampère maximum, ce qui était déjà énorme pour les appareils de l'époque, qui ne consommaient quasiment rien. Ensuite, les tablettes et les gros smartphones sont arrivés, et il a bien fallu augmenter le courant à 1 puis 2 ampères pour que le temps de charge reste acceptable. Pour qu'un smartphone ou une tablette puisse savoir qu'ils ont le droit de prendre plus d'un demi-ampère, les fils D+, et D- sont reliés entre eux. C'est le cas dans les chargeurs secteurs. En clair, sur une prise USB standard, comme un PC ou un vieux chargeur, le courant maximal qu'un appareil a le droit de prendre est d'un demi-ampère, car les fils D+, et D- ne sont pas reliés entre eux. Sur un chargeur secteur 1 ou 2 ampères, ces fils sont reliés, ce qui autorise l'appareil à prendre son courant nominal. Vous vous doutez que dans notre chargeur USB, on va évidemment relier les fils D+, et D- ensemble pour charger les appareils aussi vite qu'avec leur chargeur officiel. La dernière chose que l'on peut faire pour optimiser la vitesse de charge, c'est relier le moins à la carcasse de la prise. Souvent, la carcasse est reliée à un 5e fil antiparasite qui peut jouer le même rôle que le moins quand l'appareil est en charge. En doublant le fil moins, la résistance est plus faible, donc la vitesse de charge maximale est assurée. On fait un test final de la prise USB, et le courant de charge est élevé. Si vous comptez mettre plusieurs prises USB dans votre chargeur, il faut tout simplement les connecter en parallèle. Voilà un petit test. Au fait, pour avoir des prises USB, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez les dessouder sur un vieil ordinateur, une multiprise USB ou un vieux chargeur. Si vous n'en avez pas, c'est toujours possible d'en acheter sur eBay pour un prix dérisoire. Bon tout est ok pour les prises USB, on passe aux batteries. Et oui, pour l'instant notre chargeur n'est pas vraiment nomade. Il faudrait remplacer cette alimentation 5 volts par des batteries. Dans nos anciens chargeurs portables, on utilisait des batteries au nickel hydrure métallique. En additionnant 4 accus au nickel, on obtient une tension moyenne de 4,8 volts, ce qui est proche de 5 volts au cours de la décharge. Cette technique est assez simple, mais elle est limite pour les appareils car la tension peut dépasser 5,5 volts quand les accus sont chargés, puis elle n'est pas stable. Le plus gros défaut, c'est surtout la capacité volumique et massique des batteries au nickel. Voici un résumé des caractéristiques des batteries pour les différentes technologies. On a déterminé nous-mêmes les valeurs à partir de batteries commerciales, elles sont très parlantes. Clairement, les batteries au lithium-ion surpassent leurs concurrentes. C'est donc ce qu'on va utiliser pour construire un chargeur nomade. Un seul élément au lithium délivre déjà une tension moyenne de 3,7 volts. Pour obtenir 5 volts, il faut donc soit utiliser un seul élément et monter la tension à 5 volts, soit en utiliser deux qui totalisent 7 volts 4 et descendre à 5 volts. On est largement gagnant avec la première technique, car les batteries au lithium-ion ne peuvent pas se charger facilement en série. Il faut que chaque élément soit surveillé de près,
et que sa tension n'excède jamais 4,2 volts en fin de charge. Avec un seul élément, les choses sont vraiment simplifiées. Comment passer de 3,7 à 5 volts maintenant? Il existe des petits convertisseurs à courant continu qui peuvent jouer ce rôle. Ces circuits fonctionnent autour d'une bobine avec une certaine fréquence de découpage et permettent d'élever une tension avec un très bon rendement. Ils peuvent augmenter la tension, mais la puissance de sortie, qui est le nombre de volts fois le nombre d'ampères, est plus faible que la puissance d'entrée. Ils font perdre un peu d'énergie, mais ils sont très pratiques. Ces convertisseurs sont les seules pièces que l'on vous conseille d'acheter, leur prix est très faible et les fabriquer nous-mêmes serait assez compliqué et volumineux. Dans notre chargeur Nomad, on en utilise 4 de 1,2 A branchés en parallèle pour pouvoir donner jusqu'à 4,8 A. Vous pouvez en mettre seulement 2 ou au contraire en mettre 6 si vous voulez faire un chargeur monstrueux. Pour le test actuel, il y a un seul gros convertisseur, mais on vous conseille d'en acheter des miniaturisés, comme dans notre chargeur transportable. Revenons à la batterie maintenant. Une capacité de 1 Ah, ça signifie que l'on peut tirer par exemple un courant de 1 A pendant 1 heure, ou 2 A pendant une demi-heure. Pour augmenter la capacité, vous pouvez aussi additionner les batteries en parallèle. Deux batteries de 3,7 V 1 Ah connectées en parallèle équivalent à une batterie de 3,7 V 2 Ah, c'est logique. Avec cette technique, vous pouvez vous servir de n'importe quel type de batterie Li-ion ou LiPo, mais on vous conseille quand même d'utiliser des batteries de même type et de même âge, plutôt qu'un bouquet hasardeux. Dans un premier temps, la tension des batteries va s'équilibrer, puis elles se chargeront et déchargeront ensemble. Dans notre chargeur transportable, on utilise des éléments provenant d'une batterie de PC neuve. Additionnés en parallèle, leur capacité vaut 13,2 Ah. Vous pouvez aussi trouver des batteries dans toutes sortes d'appareils démontés ou en acheter sur eBay par exemple. Notre chargeur portable de base est bientôt terminé. Il manque simplement un interrupteur à placer avant les convertisseurs, car il consomme un peu d'énergie même quand on ne branche pas d'appareil aux prises USB. C'est pas grand chose, mais ça serait dommage qu'il se décharge quand on ne s'en sert pas. Il manque une dernière chose avant que tout soit utilisable. Comment on charge les batteries? Pour la charge, faites très attention. Les batteries au lithium sont exigeantes, et balancer 5 volts au pif pourrait conduire à une inflammation ou une explosion. En théorie, pour les charger, on doit maintenir un courant constant jusqu'à ce que la tension atteigne 4,2 V, puis on doit maintenir cette tension constante jusqu'à ce que le courant qui entre soit plus faible que 3% de la capacité de la batterie. Pas facile. Au moins, quoi qu'il arrive, comme la tension ne doit pas dépasser 4,2 V, on peut utiliser comme source une prise USB 5 V d'un chargeur secteur. En dénudant un câble USB classique, on retrouve les 4 fils parmi lesquels il y a le plus 5 volts et la masse le moins. Pour respecter ou s'approcher de la méthode de charge idéale d'une batterie lithium-ion, la première possibilité est d'acheter des petits circuits linéaires adaptés. À nouveau, leur coût est dérisoire et ils s'occupent de tout, c'est même plus du jeu. Par contre, leur courant de charge est de 1 A maximum, ce qui peut vite rendre la charge interminable. Dans notre chargeur Nomad, on utilise une autre technique très simple. Il y a juste une diode et une résistance soigneusement choisie. La résistance maintient en permanence une chute de tension dans la diode, ce qui limite la tension à 4,2 V. C'est très simple, très compact, et ça permet d'atteindre 2 A au besoin. Le courant est ensuite de plus en plus faible jusqu'à la charge complète, on peut alors débrancher le chargeur. Si vous vous servez de notre technique, ne l'incluez pas à l'intérieur du chargeur. Quand on n'est plus relié au secteur, c'est le courant de la batterie qui se perd bêtement dans la résistance. Nous, on utilise une prise qui connecte la résistance uniquement lors du branchement. Il ne manque plus qu'un dernier élément à votre chargeur portable. Imaginez qu'un mauvais branchement ou qu'une soudure défaite entraîne un court-circuit, ça peut être très dangereux. Voilà deux moyens de protéger votre chargeur portable. Le premier est très simple. Il consiste tout simplement à utiliser un fusible 10 A à une des bornes de la batterie. En cas de court-circuit, le fusible grille et protège tout le reste. L'autre solution, c'est d'utiliser un circuit de protection adapté. On en trouve systématiquement sur les batteries lithium-ion polymère et sur les batteries de téléphone. Ces circuits minuscules coupent le courant momentanément en cas de court-circuit. Ils protègent aussi des surcharges et décharges trop profondes qui endommagent les batteries. Dans notre chargeur Nomad, on utilise 3 circuits de récupération 3 A pour couper le courant s'il dépasse 9 A. Vous avez déjà tous les ingrédients pour fabriquer un chargeur portable peu onéreux, évolutif et à votre goût. On va maintenant vous proposer plusieurs améliorations. On peut déjà ajouter une LED associée à sa résistance quand on allume le chargeur, même principe pour le chargement. Une autre amélioration que vous pouvez intégrer à votre chargeur Nomad, c'est un petit panneau solaire. Comme vous le savez, les panneaux photovoltaïques sont des petits générateurs fonctionnant avec des semi-conducteurs. Un panneau est souvent constitué de plusieurs cellules montées en série. Chaque cellule produit environ 0,6 volts à vide et un courant de 25 mA par cm². Il faut donc un panneau solaire d'au moins 7 cellules pour obtenir 4,2 volts, mais mieux vaut en utiliser 9 ou 10 pour compenser la chute de tension en charge.
Pour ne pas que le panneau solaire consomme du courant quand il n'y a pas de soleil, il faut mettre une diode. On peut aussi en profiter pour ajouter une LED témoin de charge solaire. On continue avec le chargement par induction. Il existe depuis quelques années la norme QI, prononcée Qi, qui permet de recharger des appareils sans fil. Le principe est le même que dans notre vidéo sur la transmission d'énergie sans fil, mais en beaucoup moins puissant. Les émetteurs QI contiennent un circuit électronique spécifique et une bobine émettrice. Idem pour les récepteurs. Pour intégrer le chargement par induction dans votre appareil, il suffit simplement d'acheter un émetteur QI du commerce pour quelques euros et de le démonter. Ils sont censés fonctionner par USB, donc en 5 volts, ce qui est bien pratique. On peut donc souder directement des fils au niveau des polarités ou utiliser une prise en permanence. On n'a plus qu'à brancher ça au même endroit que les prises USB, sans oublier de rajouter un petit interrupteur. Et oui, même quand il ne sert pas, l'émetteur QI consomme un peu d'énergie pour vérifier s'il n'y a pas un appareil à proximité. On ne l'allume qu'en cas de nécessité. Une fois que tout est branché, on allume le chargeur, l'émetteur, on pose un appareil compatible et ça fonctionne. On peut aussi aller encore plus loin avec la norme QI. Certains téléphones ne sont pas compatibles de base, mais contiennent quand même des broches au cas où son possesseur voudrait y intégrer un récepteur miniaturisé. On peut donc acheter un récepteur, mais plutôt que de le mettre dans un téléphone, on va l'intégrer dans le chargeur nomade. Il faut le mettre le plus en bas possible, car la norme QI, peu puissante, ne porte qu'à quelques centimètres. La tension produite est régulée à 5 volts et le courant reproduit peut atteindre 700 mA pour 1,5 A consommé au niveau de l'émetteur. Pour utiliser cette énergie, on peut simplement se permettre de mettre une diode, sans oublier la LED témoin, bien qu'un petit circuit linéaire de charge serait plus propre, surtout quand on approche les 4,2 volts. Il ne manque plus qu'un dernier élément à ajouter à votre chargeur portable, c'est l'indicateur de niveau de batterie. Pour le faire, on utilise un principe très simple. Plus la batterie est chargée, plus la tension à ces bornes est élevée, mais ce n'est pas linéaire, ça a à peu près cette forme. Cette méthode n'est pas très précise car la tension dépend du courant de décharge, mais ça permet tout de même d'avoir en permanence une idée du niveau de batterie. Pour le faire, on va utiliser des comparateurs de tension ou amplificateurs opérationnels. Ces petits composants, qui à nouveau ne coûtent 3 fois rien, ne servent à faire qu'une chose, dire si la tension est plus élevée ici que là, c'est tout. On va donc comparer la tension de la batterie avec des tensions fixes bien choisies. Après de nombreux essais, on a déterminé les différentes tensions associées au niveau de charge. Pour générer ces tensions, on se sert d'un pont diviseur. Qu'est-ce que c'est ? En gros, on alimente des résistances avec une certaine tension, et on récupère une tension plus faible aux bornes de chaque résistance en fonction de sa valeur relative. On calcule tout ça, et on essaie de trouver les valeurs des résistances normalisées les plus proches. On branche le tout après les convertisseurs régulés à 5 volts, avant de comparer cette tension à celle de la batterie. Le comparateur peut ensuite allumer ou éteindre une LED quand la tension passe sous le seuil. Dans notre chargeur, on utilise 4 comparateurs et un pont diviseur en cascade pour détecter 4 seuils de tension, dont celui de la charge terminée. La dernière LED est en réalité toujours allumée, elle ne s'éteint que quand les circuits de protection coupent le courant parce que la batterie est trop déchargée. Ça y est, vous pouvez fabriquer un chargeur qui vous correspond. Il peut être minuscule pour les urgences, ou mastoc comme le nôtre, et charger 4 fois un gros téléphone. Si vous voulez voir comment mettre tout ça en boîte proprement, vous pouvez regarder la deuxième partie de notre vidéo de présentation. Pour finir, on tient à préciser que toutes les informations qu'on vous donne proviennent de nos recherches personnelles, surtout en faisant beaucoup d'expériences pour tout découvrir. On peut malheureusement pas faire de vidéos plus souvent parce qu'on est en école d'ingénieur et on a beaucoup de travail. Il nous faut aussi souvent des années pour préparer un projet et faire la vidéo associée. On préfère privilégier la qualité à la quantité.